Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette rencontre qui s'intéressera au jardin scolaire agroécologique, au jardin nutritif ou encore jardin biologique scolaire développé dans certains pays et avec des organisations membres et partenaires du CECAR. Nous aurons comme stipulé dans le programme des interventions de nos amis de Mourija qui sont au niveau du Burkina Faso, le CECAR également qui fera une intervention pour présenter son programme de jardin. Nous aurons également nos amis du CIPCRE. CIPCRE, c'est une organisation, ils auront le temps de se présenter, c'est une organisation qui est présente au Cameroun, au Bénin et au Togo. Leur base au Bénin et leur base au Cameroun développent des jardins. On aura le temps d'en parler également. Nous aurons une session où vous pourrez soulever vos inquiétudes, faire vos contributions justement, puisque cette rencontre vient présenter un peu cela, ces initiatives-là qui sont organisées, mais aussi les questionner, voir un peu dans quelle mesure, dans d'autres contrées, on pourra les expérimenter. Donc, sans trop tarder, nous allons donner la parole au secrétaire général du CECAR, Monsieur Simplice Agbavon, qui nous dira un mot, qui présentera un peu le contexte de cette rencontre. Et ensuite, nous irons dans le vif du programme. Merci beaucoup, Ghislain. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais aussi à mon tour vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à tous les participants et toutes les participants à ce webinaire sur le thème des jardins scolaires agroécologiques. Le réseau CECAR, comme toute organisation, comme la plupart des organisations de développement, est engagé dans la promotion de l'agroécologie. Et dans cette lancée, il y a un travail très minutieux en termes de formation et d'appui accompagnement qui est fait auprès de plusieurs groupes cibles, les agriculteurs, les agricultrices, les acteurs ou agents de développement dans les ONG, les associations. Et puis même, nous avions essayé à un moment donné une percée dans les universités pour essayer de promouvoir l'agroécologie. Mais dans tout ce travail, nous avons fait un constat après. Un constat est qu'il y a une frange de la population qui est assez oubliée. Et cette frange-là, c'est les enfants, les élèves des établissements scolaires. Voilà pourquoi nous avions le CECAR à un moment donné, à partir de 2020-2021, à démarrer ce que nous appelons jardin scolaire agroécologique. Alors d'autres l'appellent ailleurs jardin biologique scolaire, etc., peu importe le nom. Et cette initiative qui a démarré au CECAR, il y a d'autres membres du CECAR qui en font aussi au Burkina, au Cameroun, au Bénin, etc. Et nous avions remarqué que certains de nos partenaires du CECAR, qui ne sont pas membres du CECAR aussi, qui en font. Et à un moment donné, nous avions eu l'idée, mais pourquoi ne pas se retrouver ensemble pour partager autour de cette action commune que nous mènerons dans différents contextes, dans différents milieux, avec les groupes cibles de même profil pratiquement. Alors, se retrouver pour partager afin de pouvoir mutualiser un peu nos expériences en termes de stratégie, d'approche, de support que nous utilisons en termes de difficultés, mutualiser et partager nos expériences sur les difficultés, les leçons que nous arrivons à apprendre de cette initiative
et pourquoi pas des bonnes pratiques que nous pouvons valoriser. Et se retrouver partagé autour de cette thématique pour aussi permettre à des nouvelles organisations d'apprendre déjà de nos expériences, les organisations qui ont déjà commencé à prendre de leur expérience avant de pouvoir se lancer. Voilà à peu près le contexte de ce webinaire que nous proposons de se dérouler ce matin avec pour grands objectifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce partage d'expérience autour de ce que nous avions déjà fait, autour de ce que nos différentes organisations ont déjà fait depuis quelques années. Et puis, à travers ça, un de nos objectifs phares, c'est de pouvoir sensibiliser davantage les acteurs sur la prise en compte des élèves dans les programmes de diffusion de l'agroécologie. Si on oublie cette portion d'acteurs qui seront dans la diffusion de l'agroécologie et qu'on s'intéresse qu'aux agriculteurs, agricultrices qui sont opérationnels actuellement, on s'intéresse qu'aux agents de développement, on s'intéresse euh, ou à ceux qui sont dans les instituts de formation, agricole des universités. Voilà, il y a quelque chose qu'on est en train de perdre. Donc, voilà à peu près ce que je voulais dire comme mot introductif pour situer un peu le contexte et repréciser un peu les objectifs de cette rencontre-là. Deux objectifs essentiels. Voilà, partager les expériences autour de ce que nous avons déjà fait et puis profiter de ce webinaire-là pour sensibiliser davantage les acteurs pour une meilleure prise en compte de cette frange-là de la population, les élèves, les enfants, dans les programmes de diffusion de l'agroécologie. En tout cas, sentez-vous libre dans les discussions, dans les échanges. Ces échanges-là pourront nous apporter encore des améliorations à ce que nous faisons déjà et pour que nos programmes de promotion d'agroécologie auprès des enfants puissent vraiment prospérer. En tout cas, bonne session à nous tous et merci. Merci à M. Simplice Agbavon, qui est donc le secrétaire général du CECAR. Avant de donner la parole à Yannick, on va peut-être donner plutôt la parole d'abord à Pierre Bafiogo, depuis le Burkina Faso, qui va faire d'abord sa présentation. Donc Pierre, bonjour à toi, nous sommes heureux de t'avoir. Merci beaucoup, Ghislain. Et bonjour à toute l'équipe. Et comme Ghislain l'a dit, moi, c'est Pierre Bafiogo et je suis le chargé de projet au niveau du Morija au Burkina pour le développement rural. Depuis, je dirais maintenant 2022, Morija s'est lancé dans les jardins maraîchers. Et depuis cette année, nous avons même commencé au Togo avec certaines écoles pour les jardins maraîchers. Je viens premièrement dire merci à CECA pour cette organisation. Merci pour la vision. Sans vision, on ne peut pas aller loin. Merci pour tout ce que vous faites pour l'éducation et pour l'agroécologie en particulier dans les écoles. En fait, c'est très, très important. Vous verrez qu'aujourd'hui, c'est nous, la politique même nous dit d'aller vers les enfants. Il faut commencer avec les enfants. Et l'idée du changement climatique que nous voyons aujourd'hui et l'idée de cette terre dégradée que nous observons aujourd'hui, le réchauffement climatique, tout, bien vrai que les agriculteurs d'aujourd'hui pourront impacter, mais pour que la relève soit un peu grande, il faut qu'on repart vers les générations futures qui sont les enfants qui sont en train de grandir. C'est à travers eux que nous pouvons vraiment voir ce changement à long terme. Merci pour cette organisation, merci pour cette décision, pour qu'on puisse partager nos expériences ensemble. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Ghislain On va aller sur la présentation de Morija. C'est juste vous présenter ce que nous sommes en train de faire. Donc, comme plan de présentation, j'ai une petite introduction. Les objectifs des jardins scolaires au niveau de Morija. Voilà. Et là, je vais parler particulièrement des activités dans les jardins maraîchers, les techniques culturelles et agroécologiques que nous enseignons au niveau des écoles,
Il y a aussi l'implication des acteurs et les formations que nous faisons au niveau des écoles. Il y a aussi le suivi récolte et valorisation. Et en grand 2, il y a les étapes recommandées pour mettre en œuvre un jardin et maraîcher au niveau du Burkina. Et là, nous allons voir les impacts des jardins que nous avons pu observer. Et aussi, il y a quelques difficultés que nous allons aussi souligner. Et on va un peu parler aussi du rôle de Morija en tant que structure ONG dans la mise en place de ce jardin. Et bien sûr, on va finir par une conclusion. Ok, je dirais en introduction que, voilà, comme vous le savez, c'est un peu dans toute la sous-région. Hein, je parle du Burkina, mais la remarque est un peu dans toute la sous-région. Il faut dire que l'éducation des enfants est confrontée à plusieurs défis. Il y a l'accès à l'école. C'est nous, aujourd'hui, ça devient vraiment terrible avec le fléau que vous voyez. Les infrastructures sont insuffisantes. Il y a l'absentéisme aussi et la faible qualité de l'alimentation des enfants. Quand j'ai commencé les jardins maraîchers, j'ai vu, voilà, en fait, c'est l'alimentation, c'est les cantines qui m'ont retenu à l'école quand je partais à l'école. Donc, avec ces contextes-là, qu'est-ce qu'il faut faire? L'idée est venue, il faut que nous essayons de voir, de mettre un projet qui va accompagner les enfants. Parce que d'une part, Morija, premièrement, a commencé à aller dans les cantines. Il faut doter les cantines, mais on a trouvé que non, quand vous apportez le riz, vous apportez le maïs, vous apportez le niébé, l'autre aspect, c'est la chose qui va accompagner. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'où l'idée du jardin maraîcher, qui a été un projet, et les rôles, il est éducatif, nutritionnel, et aussi, il permet à la communauté de s'intéresser à l'école. Voilà pourquoi le jardin scolaire est né à Morija. Vous apportez la cantine, comprenez bien le début, les enfants ont à manger. Quand vous apportez le riz, les enfants vous demandent, mais la sauce c'est où? D'où, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter le jardin qui va accompagner. Donc, le jardin scolaire va permettre de produire les légumes pour la cantine, comme je le dis, et pour la consommation aussi sur place. Le jardin, on l'a vu aussi comme un super pédagogie concret. Les élèves apprennent la science de l'agriculture durable, en gros l'agroécologie, de l'économie, de la nutrition à travers l'action concrète mise en place sur le jardin. Les jardins aussi contribuent au renforcement de l'engagement de la communauté. Les parents, les enseignants, les élèves, tous autour de l'école qui favorisent l'assiduité et la motivation scolaire. C'est ce que nous voyons beaucoup ici. Et là, nous parlons concrètement des objectifs des jardins maraîchers au niveau Burkina. Et là, on a énuméré au moins 4 objectifs. Il y a l'éducation pratique. L'éducation pratique, ça permet aux élèves d'apprendre les bases du maraîchage, semis, arrosage, compostage, récolte. Et ça permet aussi la nutrition scolaire parce qu'il y a à manger. Vous avez le riz, on veut la sauce. Donc, dans ça, nous voudrons produire bio, l'amélioration de l'alimentation des enfants en complétant les cantines avec les légumes frais, les tomates, les oignons, les choux, les carottes. Il y a aussi la sensibilisation écologique. Il faut enseigner les enfants dès à l'âge du primaire que la protection de l'environnement est une question d'un engagement de tout le monde. Et la gestion aussi en eau est un engagement de tout le monde et la valorisation des déchets organiques. Dès l'école primaire, il faut montrer aux enfants comment on fait le compostage, comment on restaure les sols, comment on produit dans les sensibilisations et les faire savoir que non, le changement climatique que nous vivons aujourd'hui, c'est l'action humaine qui amène tout ça, mais nous devrons travailler pour corriger ça. Il y a aussi l'autonomie communautaire, qui est le 4e point. Ça, c'est impliquer les enseignants, les parents d'élèves et les communautés scolaires dans la gestion durable du jardin. Donc, voilà un peu les 4 objectifs que Morija est en train de rechercher. Maintenant, les activités principales dans le jardin maraîcher. Qu'est-ce que nous faisons à Morija? Premièrement, quand nous choisissons une école, il faut aller faire le choix et l'aménagement du site. Partez dans l'école, vous regardez, le terrain doit être bien situé, accès à l'eau, sol adapté, évidemment, éviter les zones inondables. Exemple, l'installation d'un forage. S'il n'y a pas de l'eau à côté, Morija installe le forage avant de lancer tout le jardin. Parce que qui parle de jardin, parle de disponibilité en eau. Donc, si vous partez, vous faites le choix du site, ce qui suit, c'est la foration s'il n'y a pas de l'eau à côté. Vous faites la foration et après la foration, maintenant on part au niveau des travaux pratiques. Les terrains doivent être correctement délimités, souvent protégés. Chez nous, effectivement, quand on part, on les protège
avec des dimensions bien définies. Et nous sommes, au Burkina, nous avions allé à 0,25 hectares. C'est un peu vaste, mais on a opté ça parce qu'on veut intégrer un peu le COGES, c'est-à-dire que le comité, les parents d'élèves, peut-être les femmes qui sont à côté, pour qu'ils viennent aider nos enfants à produire. Donc, ça fait que pour nous, on part à 0,25 hectares pour permettre à ce comité-là de pouvoir intégrer dans le jardin. Il est bien clôturé avec des grillages et tous les matériels sont dotés aux enfants pour pouvoir produire. Maintenant, c'est les techniques aussi utilisées. Là, les techniques culturelles et agroécologiques que nous demandons aux enfants, c'est l'utilisation du compost, la fertilisation biologique, la réduction des engrais chimiques. Il faut dire même qu'au Burkina, dans les jardins maraîchers, j'ai dit réduction ici, mais chez nous, c'est 0 engrais chimique, 0 pesticides. On n'utilise jamais d'engrais dans le jardin, pesticides aussi 0. Parce que nous arrivons à faire la formation en bio-intrants et en biofertilisant pour permettre aux enfants de pouvoir l'utiliser. Et il y a aussi les composts que nous faisons qui sont vraiment très riches. Les composts que nous faisons qui sont vraiment très riches, qui permettent à restaurer le sol sans qu'on utilise des engrais chimiques, même en micro-dosage 0. Il y a aussi la diversification des cultures maraîchères. Dans nos jardins, on demande vraiment toutes les légumes, les choses que les enfants aiment manger, c'est eux-mêmes qui le proposent. Vous voulez produire quoi? Moi, Michel, la tomate, écrivez tomate. Moi, aubergine, écrivez aubergine. Moi, oignon, on va faire l'oignon. Bientôt dans le nom en moré, nous on l'écrit, on dit on va le faire. Et dans ça, on apporte la semence et on essaie de parceller, de dimensionner pour pouvoir le faire la mise en culture. À partir de là, il y a aussi ce que nous mettons en place, des arbres fruitiers dans les jardins. Parce que dans les 0,25, on peut mettre au moins 30 arbres fruitiers, des manguiers, des goyaviers, des tangelos, des citronnelles. Et des fois, on confie ça à des groupes d'enfants qui vont gérer. C'est-à-dire que cette plante-là appartient à CP1, au point des groupes d'enfants, c'est pour cette classe. Cet arbre-là, c'est pour cette classe. Cet arbre-là, c'est pour cette classe. Alors? Donc, on voit l'engouement des enfants autour de ce travail. Et en plus de ça, nous parlons aussi de la gestion en eau, d'irrigation, du stockage, du paillage et des techniques. Il y a l'implication des acteurs et les formations. Les bénéficiaires, on parle d'élèves, des agriculteurs, aussi des femmes, qui doivent être formés aux techniques de gestion et de suivi. Et là, c'est nous-mêmes qui le faisons en tant qu'agroécologistes. On le fait en travers les préparations des sols, la pépinière, les répliquages et l'entretien culturel, la lutte biologique contre les ravageurs. On fait les formations en bio-intrants, en biofertilisant, la fabrication du compost liquide, compost en tas. Et bon, c'est ce qu'on recommande beaucoup avec les enfants sur le compostage en tas, parce que le compostage en fosse, ça prend beaucoup de temps. Et tout récemment, on est en train de voir s'il faut intégrer aussi certains concepts pour pouvoir faciliter le compostage là. Et il y a aussi l'apport aussi même que Morija donne, parce qu'on a des sites aussi au Burkina, on peut trouver du compost en première année, comme ça on peut payer le compost venir et puis prendre le temps maintenant pour former les enfants pour que à partir de deuxième année, qu'eux-mêmes puissent produire le compost et puis l'utiliser dans les champs. Il y a aussi une coordination entre l'école, cantine, enseignants et les techniciens aussi de Morija. Là, les enseignants, que ce soit les parents d'enfants, que ce soit les techniciens de Morija, la communauté qui, des fois, nous sommes peut-être dans des écoles beaucoup qui ont une école, il y a une église qui est à côté. C'est-à-dire que le comité de l'église aussi s'intègre. La formation, la coordination, c'est entre eux tous. Ils s'impliquent dans la gestion du jardin. Maintenant, la gestion collective, il y a la répartition des tâches. Là, effectivement, on le fait. Parce que chez nous, quand on part dans une école, il y a forcément un enseignant qui est désigné comme responsable du jardin. Et c'est lui qui coordonne tout. Pas le directeur. Le directeur, le responsable d'école ne rend compte au directeur des activités. Quand on parle de répartition des tâches, effectivement, on a un cahier de suivi et un cahier qui fait préparer les enfants qui savent quelle classe passe aujourd'hui et à quelle heure. Il y a des enfants qui passent peut-être, qui disent que ce soir, ils peuvent travailler le soir, ils vont faire avant, ils vont arroger, ils vont faire
telle activité avant de rentrer. Mais c'est en coordination avec le responsable du jardin, qui est un enseignant, qui coordonne avec les autres enseignants et qui donne le programme pour que chaque classe puisse passer. Maintenant, là, je suis au niveau des suivis, récoltes et valorisation. Les récoltes sont planifiées pour la consommation, la cantine et la vente, afin d'assurer du retour à l'investissement. Quand je parle de retour à l'investissement, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des écoles, ce n'est pas tous les écoles, là je le précise. Il y a des écoles qui arrivent à vendre l'excédent de leur production et qui fait rentrer de l'argent dans leur caisse, qui les permet de pouvoir même payer. Par exemple, je prends une école que j'ai visitée cette année, l'école de Kandarzana. À la fin d'année, ils ont fait une cérémonie, mais ils ont vendu l'oignon pour payer des moutons, des poulets. Et c'est l'argent de l'oignon qu'ils ont utilisé pour payer. Parce que l'argent de l'oignon a été investi à l'école, ça rentre il y a une caisse là-bas qu'ils remettent l'argent. Maintenant, quand on parle de planification des récoltes, des fois, on regarde, comme c'est un jardin qui est au sein de l'école, aujourd'hui on prépare quoi? Quels sont les besoins pour la chose? Et c'est là qu'on peut récolter. Et bien sûr, avec le responsable du jardin, avec les cantinières aussi qui sont là pour pouvoir faire la préparation. Je vais juste donner un exemple. Certaines écoles vendent l'excédent. Maintenant, j'ai un peu fait. Ouais, c'est bon. C'est bon. Les rendements aussi, les récoltes, tout est vraiment bien suivi. J'ai fait un peu une étape qui est recommandée vraiment pour la mise en place, pour terminer à ce niveau-là, pour les jardins mauriciens. L'étape première, c'est la diagnostic et planification. L'activité clé là-bas, c'est de sélectionner le site, dimensionner le choix des cultures et des bénéficiaires. Point d'attention, il faut vérifier l'accès en eau. S'il n'y en a pas, il faut le faire. Les sols aussi, que ce soit vraiment les sols adaptés. Les terrains aussi doivent être sécurisés. En deuxième étape, ce sont les aménagements. Les cultures, par les haies, les irrigations, les pépinières, les plans de culture. Il faut prévoir drainage s'il y en a. Protection aussi contre les animaux et les divagations des animaux avec les matériaux. La troisième étape, c'est la formation et la mobilisation. Il faut former les acteurs, que ce soit élèves, agriculteurs, femmes, il faut les sensibiliser. Et il faudra aussi qu'ils soient adaptés à toutes les localités que vous partez. Il faudra montrer l'objectif, la vision de l'agroécologie au niveau des écoles et comment c'est le bienfait même. Et il y a plein de témoignages que je n'ai pas voulu écrire dans le document, plein de témoignages des parents d'élèves et des élèves eux-mêmes qui font des jardins même à la maison, qui apprennent les parents à faire des hors-sols, parce que nous avons intégré même le hors-sol. Parce qu'à Ouagadougou, on a trouvé qu'il y a des coins, on ne peut plus faire du jardin, et si ce n'est que du hors-sol. On a intégré maintenant le hors-sol. Et les enfants commencent à intégrer ça même à la maison. Et les parents nous reviennent pour nous dire que wow, vous faites de bon travail. Il y a aussi la mise en œuvre. Semis, repiquage, entretien, arrosage, fertilisation. Il y a aussi le suivi régulier, planification des tâches. Ça, nous, on le fait avec les enseignants. Des fois, avec la communauté, il y a un COGES qui est là, les parents qui sont là, qui suivent bien le travail. Et les récoltes, comme on l'avait dit, il est régulier, il est distribué, c'est pour la cantine, et l'excédent est vendu pour la communauté qui viennent en acheter pour les différentes cuisines. Et là, suivi de la pérennisation. Parce qu'après nous, il faut dire que nous partons pour une première année. En première année, on fait tout. Maintenant, pour le suivi, pour la pérennisation, ça a le corps de bien s'adapter, de bien approprier du travail pour le suivi. Et là, on essaie de les mettre en contact avec les agents de l'État qui s'occupent de la zone. Pour que, même sans nous, après nous, les élèves puissent continuer à travailler. Donc, j'ai juste ici énuméré les impacts positifs des jardins scolaires que nous avons observés. C'est l'amélioration de la qualité nutritionnelle des repas scolaires. Ce que nous voulons manger, on le produit sur place et on mange bio, on mange sain. Les enfants vivent mieux. Dans la semaine, c'est planifié. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Les enfants le disent, vous voulez manger quoi? Ça y est, dans le jardin, on part au niveau du jardin, on enlève. On sait que c'est nous qui l'avons produit. Donc, au niveau de la qualité nutritionnelle, au niveau des écoles, c'est satisfaisant. Il y a aussi le développement du sens de responsabilité et de la coopération chez les enfants. Aujourd'hui, les enfants ont compris qu'eux-mêmes, ils peuvent produire et puis manger ce qu'ils produisent. Et beaucoup de satisfaction dans cela. J'ai aussi noté l'embellissement de l'école et renforcement des liens école-communauté. Effectivement,
C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les écoles, là où il y a les jardins. Les femmes courent venir. Quelqu'un peut préparer et court venir avec ses 500 francs pour voir s'il peut trouver. Et les Togolais disent à demain, nous on appelle Boulvaka, pour voir s'il peut trouver à demain dans les jardins, certains légumes, les petites feuilles. Il vient payer et ça renforce quand même le lien entre l'école et la communauté. L'autre aspect positif que nous avons marqué, c'est la sensibilisation et la préservation de l'environnement et aussi à l'agroécologie. Parce que quand on parle de ça, tout ça, ça rentre en ligne de compte et nous enseignons. Maintenant, il y a quelques difficultés à souligner. Même si le jardin scolaire présente beaucoup d'avantages, il n'est pas sans contrainte. L'approvisionnement en eau reste souvent un frein majeur, surtout au milieu rural et semi-urbain. Et le pompage de l'eau pour les enfants, les tout petits. À notre temps, quand vous prenez les enfants de CM2, ils sont costauds. Mais vous remarquez, ce n'est pas partout, mais au Burkina, vous remarquerez que les enfants du CM2, c'est vraiment des enfants. Voilà, à 11 ans, tu vas voir un tout petit peu, il fait CM2. Donc, les enfants sont devenus de plus petits qu'avant. Ça fait qu'ils n'arrivent plus à pomper l'eau pour aller arroser. Donc, ça, c'est l'une de nos difficultés. Et nous demandons à Morija s'ils peuvent changer avec des satos et un petit système d'irrigation pour nous faciliter ce travail-là. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit que les enfants n'arrivent plus à pomper l'eau de la pompe pour aller arroser. C'est vraiment compliqué parce qu'elles sont vraiment petites. Donc là, c'est vraiment notre défi même aujourd'hui. C'est le difficulté le plus majeur qui fait que des fois, les enfants n'arrivent plus à produire, je le dis même, ils n'arrivent plus à produire parce que quand tu vas dire que pomper là, effectivement, tu vois que les enfants sont tout petits. Ils n'arrivent pas à pomper l'eau. Donc, en plus de ça, et le suivi et l'entretien des parcelles, ça demande beaucoup d'engagement. Les responsables des jardins nous disent ça. Et il faut vraiment des suivis. Comme on est des agronomes, on sait ce qu'il y a. Quand tu laisses le jardin, une semaine, tu ne pars pas, tu vas le trouver que tout est gâté. Donc, on demande aux responsables là, de se donner davantage et d'aller vers un suivi régulier. Chaque fois, même si vous n'êtes pas là, même si les enfants n'sont pas là, il faut trouver avec l'équipe et la communauté pour qu'il y ait un suivi régulier. C'est un problème parce que des fois, ce n'est pas facile. Pour trouver les gens pour faire ce suivi-là, des fois, ça pose des problèmes. Parce qu'il y a des temps, par exemple, les congés, que les enfants ne sont pas là, on demande des fois à la communauté de le faire. Ça passe des fois, mais des fois, vous pouvez retrouver que non, il y a certaines difficultés. Maintenant, je dis ici que la durabilité du projet dépend parfois du soutien initial. Les matériels que nous donnons, la formation que nous donnons, et la capacité locale à prendre le relais. Et il y a un autre problème que nous vivons aussi, c'est les affectations. Vous commencez un travail et après on affecte les enseignants que vous avez commencé avec. Les enseignants nouveaux qu'on a affectés qui viennent ne comprennent pas l'idée de ce que vous avez déjà fait. Parce qu'ils n'ont pas été à la formation, ils n'ont pas la mise en œuvre initiale n'était pas là. Quand vous affectez un nouveau directeur qui vient, qui trouve que non, ce que vous faites là, c'est du gâchis, des fois, le jardin, on arrive, on trouve que ça ne va pas. Tu sens que c'est un manque de volonté parce que les acteurs étaient affectés. Ce sont les difficultés que nous avons énumérées au niveau des jardins. Alors là, je parle du rôle de Morija. Morija accompagne les écoles en fournissant des outils adaptés pour les jardins et les matériels agricoles. Formation des enseignants et encadreurs au principe d'agroécologie. On a une équipe qui le fait. Et des fois même, on touche les agents de l'État, les agronomes qui sont sur place là-bas pour venir faire la formation. Parce que comme on veut qu'on a jugé nécessaire de les impliquer pendant l'installation du jardin, dans les formations, pour les motiver à pouvoir prendre le relais même si on n'est pas là, comme c'est dans sa journée. Donc, appuyer la mise en place du suivi technique par les techniciens, effectivement aussi par ces jardins de l'État qui concernent là où l'école est implantée. Donc, en conclusion, je dirais que les jardins scolaires écologiques tels que promis par Morija au Burkina Faso paraît comme une innovation éducative particulière pertinente. Il répond à plusieurs enjeux, à la fois nutrition, éducation, engagement communautaire. Lorsqu'il est bien implanté et bien suivi, il peut contribuer à transformer l'école d'un simple lieu d'instruction à un espace de vie, d'apprentissage et de production. C'est ce que nous voyons avec les jardins scolaires. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci à toi, Pierre, pour cette belle présentation assez succincte, nous permettant de bien comprendre ce que vous faites au niveau du Burkina, comme tu l'as dit, un peu au Togo aussi. C'est vrai que nous allons ouvrir
après l'ensemble des présentations, nous allons ouvrir une session de questions-réponses, mais j'aimerais que tu puisses répondre à cette question qu'on a eue dans le chat Oui. de Madame Eliane qui demandait ce que veut dire la consommation sur place. Ok, merci. Il y a certaines écoles que nous faisons du... Vous connaissez la salade quand même? Bien sûr. Voilà, la salade. Il y a la salade. Et quand nous parlons de consommation sur place, voilà le jardin. Parce que généralement, les jardins sont en porte avec, face à face avec la cantine. Et quand nous parlons de OK. consommation sur place, c'est-à-dire, voilà, la cantine est là, voilà le jardin est là. Nous produisons et en même temps sur place, nous transformons pour la consommation. Donc, c'est consommation sur place. Les salades que nous faisons, voilà, des fois, on fait le riz gras, on enlève les salades, on part enlever les salades, on vient préparer, on met sur le riz gras et les enfants mangent. Ça, c'est consommation sur place. C'est de D'accord. ça que nous parlons, Je crois que nous c'est appelons consommation sur place. combien d'écoles de jardins à créer Morija? Aujourd'hui, nous tendons vers 8 écoles au Burkina. Est-ce que vous avez des techniques anti-érosion que vous mettez sur place? Oui, nous avions les haies vives que nous faisions. Et puis, il faut dire que c'est nous aussi, des fois, il y a, au sein des Euro 25, il y a le système de CRDS que nous appliquons. Parce que quand on fait l'aménagement, on demande aux techniciens de faire des systèmes d'aménagement qui nous permettent de pouvoir récupérer les sites là. Donc, c'est le travail même de base quand nous l'entendons dans l'aménagement. Parce qu'il y a des Je tranchées rappelle que nous que... faisions, des trucs que nous faisions au niveau même du jardin. D'accord. Alors, dans le chat, il y a Madame Eliane qui a proposé que le compost recyclé pourrait être beaucoup plus simple à faire. Et elle a donné la composition de ce compost recyclé-là, la manière de le faire. Peut-être que ça pourrait inspirer certains d'entre nous. Donc, je nous invite à regarder dans le chat. Pourrait peut-être vous en inspirer. Merci pour la présentation, Pierre. Merci pour ce grand sacrifice, très, très débordé tu es et aussi quelques difficultés rencontrées ces jours-ci, mais tu as fait l'effort d'être avec nous. On reste avec toi, mais on va passer la parole à Yannick pour parler des jardins scolaires agroécologiques que le CECA développe. Yannick, tu peux prendre la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ça fait vraiment plaisir de partager ici ce qu'on fait au quotidien avec les écoles. C'est vraiment un métier passionnant, passionnant dans le sens où, alors, être en face des élèves, leur parler de tout ce qui est agroécologie, gestion de la biodiversité, c'est vraiment passionnant. Alors, ça prouve combien de fois nos enseignants ont vraiment souffert quand ils nous transmettaient les connaissances qu'on les classes antérieures. Très rapidement, je m'en vais vous présenter ce que nous faisons ici au Togo. Bon, je rappelle que les jardins se déroulent aussi au Bénin, mais je vais beaucoup plus m'en présenter sur l'expérience du Togo. Le secrétaire général a déjà planté le décor, le pourquoi nous avons choisi de faire les jardins scolaires avec les tout petits, les enfants dans les écoles. Alors, nous savons tous que les élèves, ou bien les enfants sont la relève de demain. Pour un changement de mentalité et de pratique, il faut beaucoup plus miser sur cette cible-là. Alors, le STECA, de par son engagement vis-à-vis de l'agroécologie, travaille avec les plus âgés dans les communautés rurales. Donc, comme nous sommes déjà présents dans ces communautés rurales, on s'est dit, pour une durabilité ou bien pour une pérennisation de nos acquis, il faut s'attaquer à cette quoi nous sommes tournés vers les tout petits dans les établissements scolaires. On veut aussi voir le contexte international, voir clairement que les jardins scolaires constituent une solution pour l'atteinte des ODD, les objectifs du développement durable, et beaucoup plus spécifiquement les ODD 2, 3, 4, 12, 13. Pourquoi l'ODD 2? Parce que c'est d'ici 2030, on veut qu'il y ait la fin zéro. Et quand on voit un peu dans les cibles de ce ODD2 là, on voit clairement que on veut atteindre un idéal. Et l'idéal, c'est que les enfants aient accès à une alimentation suffisante, qualité et en quantité. Donc pour nous, les jardins constituent vraiment une solution
pour ce taux de l'ED2. Alors, quand on vient au niveau de l'ED3, quand on parle de l'ED3, il parle de bonne santé et bien-être. L'objectif, c'est de réduire le nombre de décès et de maladies liées à l'usage des substances chimiques dangereuses. Aujourd'hui, le pourquoi nous tous nous luttons pour manger de façon saine, c'est que ce qu'on nous sert dans nos assiettes est vraiment pollué imbibé de produits chimiques et le pourquoi nous œuvrons beaucoup plus en agroécologie pour qu'on ait de très bons aliments dans nos assiettes. Donc, les jardins aussi viennent aussi à solutionner ce problème-là parce que dans les jardins, nous sensibilisons beaucoup plus les élèves sur les fléaux liés à l'utilisation des produits chimiques et les alternatives qu'on peut trouver à l'utilisation de ces produits chimiques-là, nous les enseignons. Alors, pour le 2-4, l'éducation. Alors, dans la présentation de Pierre, il a parlé de rôle des jardins dans l'éducation des élèves, qu'à travers les jardins, les élèves apprennent mieux tout ce qui est géométrie, l'interaction entre les plantes et autres. Donc, pour qu'il y ait une bonne éducation, les jardins aussi viennent en appui pour ce volet-là. Finir avec les ODD. Les ODD. Dans les jardins aussi, nous parlons de tout ce qui est consommation responsable, réduire au maximum les déchets. À travers les jardins, nous invitons les élèves à faire le tri des sachets de Puota que nous utilisons pour faire les pépinières. Nous les enseignons aussi de ne pas jeter les graines, en exemple les graines de papayer quand ils finissent de manger, de ne pas les jeter. Donc, on récupère ces graines-là pour faire les pépinières dans leur jardin et aussi les pépinières de moringa. Alors, je reviendrai après beaucoup plus sur le pourquoi nous mettons l'accent sur le moringa. Aujourd'hui, il est question de changement climatique, d'adaptation et pour qu'il y ait vraiment une adaptation, il faut préparer aussi la relève parce que bientôt, bon, cette génération va partir et c'est la génération que nous formons, c'est eux qui prendront la relève. Donc, nous les formons en tout ce qui est adaptation liée au changement climatique. Et l'une des formes d'adaptation au changement climatique, c'est le reboisement. Donc, à travers les jardins, on leur donne la notion de tout ce qui est reboisement, la création de pépinières et autres. Donc, pour conclure, ou bien pour mieux planter le décor, nous disons qu'à travers les jardins scolaires, nous semons les graines du futur pour un avenir durable. Par où nous commençons? Déjà, nous choisissons une école qui a une source d'eau. Bon, contrairement à Pierre, où eux, bon, comme ils ont beaucoup d'argent, eux, ils font les forages. Nous prenons soin, nous prenons soin de choisir une école qui a une source d'eau. C'est vrai que on a eu ces difficultés-là. Il y a une école, l'école primaire publique de Zoti, où le CK était déjà présent dans cette zone-là. Je disais tantôt que à l'école primaire publique de Zoti, on avait eu ce problème-là. Donc, on a essayé de faire un puits avec l'aide des parents d'élèves qui nous ont vraiment aidé à creuser ce puits-là. Et ce puits est vraiment aujourd'hui pour une solution pour la communauté en termes de consommation en eau potable parce que les élèves viennent s'approvisionner, même aussi les parents d'élèves viennent s'approvisionner avant que le village aujourd'hui n'ait un forage. Donc, après ça, on vient dans l'établissement, on rencontre le directeur ou bien la directrice et les enseignants pour avoir leur approbation, on leur explique un peu le projet. Vous allez voir un peu euh, euh, sur l'image. Euh, ça, c'est une rencontre de sensibilisation avec les élèves et autres. Alors, donc après la rencontre avec les directeurs, les enseignants pour avoir leur approbation, il faut aussi rencontrer les parents d'élèves et leur présenter parce que ce sont aussi des acteurs incontournables pour la réussite de ce projet-là. Alors, après la rencontre de ces parents d'élèves, les parents d'élèves, après, organisent une réunion pour nous fournir un PV de la part des APE, l'Association des parents d'élèves, et le COGEP. Ici, bon, on a deux entités, il y a l'APE et le COGEP. Le COGEP, je pense, c'est le comité de gestion des établissements préscolaires, bon, ou bien les établissements primaires, c'est comme ça. Donc, ces deux entités nous donnent euh, les PV. Donc, les PV constituent à peu près un quitus pour nous montrer que les parents sont d'accord pour qu'on démarre le projet dans l'établissement.
Donc après, on vient faire une première sensibilisation du projet avec les élèves. Donc ici, c'est ma collègue Jocelyne. On était à Vaughan, à l'école Siloé, Stroom de Vaughan. Donc on était en train de faire la sensibilisation avec les élèves. Maintenant, étant donné que les jardins, on intervient avec les élèves, on prend soin d'aller vers l'autorité publique. Donc on va vers le ministère de tutelle, le ministère de l'Éducation, pour avoir une autorisation d'installation. Alors, c'est très important parce que lorsque vous intervenez dans une école et que vous n'avez pas l'approbation du ministère tutelle, on ne le souhaite pas, mais demain, si quelque chose arrive, parce qu'on travaille avec les enfants, on ne sait pas ce qui peut arriver du jour au lendemain. Quand un problème arrive et que l'affaire va au ministère et que le ministère n'est pas au courant, vous êtes déjà en tort. Donc, on prend soin de prendre l'autorisation d'installation auprès du ministère tutelle. Et après, on signe aussi une convention de collaboration entre l'école et l'organisation partenaire entre le CECA. Donc, chaque entité fait à peu près sa responsabilité dans la mise en œuvre de ce projet-là. Et après, on offre des équipements et matériels à l'école. Donc, en gros, c'est quelques équipements qu'on a offert à l'école de Silo de Vaughan euh, pour démarrer le jardin. Donc, après toutes ces étapes-là, on démarre le projet proprement dit dans les établissements scolaires. Alors, l'espace requis pour démarrer, nous, au minimum, on a un minimum de 50 mètres carrés pour démarrer le jardin. Donc, on n'a pas assez d'espace pour, comme au Burkina, où il faut 0,25 hectares. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, le jardin démarre, ce que nous faisons réellement dans les jardins. Donc, comme vous pouvez le voir sur les images. Alors, bon, pour mener à bien des activités dans les jardins, donc, on procède par les cours théoriques et les cours pratiques de façon simultanée. Des fois, on va dans le jardin directement ou avec un tableau en plus d'un papier fléchable. On fait des cours théoriques en même temps et après on passe à la pratique dans le jardin. Des fois, on fait des projections. On présente des cours PowerPoint euh, sur la biodiversité, l'environnement, les différentes parties des plantes et tout et tout. Donc, si l'établissement dispose de l'électricité, donc on fait une projection en salle avec les élèves dans les écoles. Bon, c'est pas que j'ai pas assez de place pour montrer ces images-là. Donc, les cours pratiques aussi portent sur tout ce qui est pépinière, moringa et papaye. Bon, j'avais promis revenir sur le pourquoi nous mettons l'accent sur le moringa. Alors, le moringa, nous tous nous savons que c'est une plante assez riche. Donc, les parents, il y a une communauté de Peuls dans une localité où nous faisons le jardin. Ces parents-là venaient clandestinement pour cueillir les feuilles de moringa pour aller faire la sauce. Donc, quand on a su, bon, on leur a dit non, 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 faudrait pas procéder comme ça. Fallait venir directement négocier avec le directeur pour que vous ayez vos feuilles de moringa. Donc, après, ces feuilles constituent aussi rendent l'alimentation des parents dans les communautés. Donc, on leur en prend tout ce qui est mise en place des cultures, entretien des cultures et aussi la culture au sol. Parce que nous, l'idée derrière les jardins, c'est qu'après les jardins dans les écoles, c'est que les élèves doivent reprendre les jardins à la maison. Donc, on a eu des retours. Certains élèves nous ont dit, ben, on n'a pas assez d'espace à la maison. Que faire? Donc, on a pensé cette alternative de faire les cultures hors sol avec ces élèves. Donc, on leur a appris tout ce qui est culture hors sol et certains l'appliquent aujourd'hui à la maison. Donc, en termes de pratique agroécologique, donc, le compostage aujourd'hui, des élèves, certains élèves savent faire le compostage et le paillage, les bioprotecteurs, l'association de culture et la mise en jachère avec le mukuna. Alors, pourquoi ça? Parce que quand nous finissons l'année scolaire, il y a un problème lié aussi à la permanence. Donc, pour en profiter, on met en place les mukuna qui enrichissent le sol et aussi pour lutter contre les mauvais herbes. Les chiffres clés, on peut dire qu'on a commencé en 2021, mais pour moi, de 2022 à 2025, aujourd'hui, on a 8 écoles privées publiques accompagnées au Togo. Donc, environ 500 élèves qui sont bénéficiaires du projet. Deux enseignants dans chaque établissement sont impliqués dans le projet. Donc, quand ma collègue et moi, on n'est pas là, ce sont ces enseignants-là qui prennent la relève, qui enseignent ou bien qui font le suivi dans les jardins, qui
appelle mobilise les élèves pour aller faire des activités dans les jardins. Et aujourd'hui, ces enseignants-là, ils ont une notion de l'agroécologie et aujourd'hui, certains sont fiers d'être bénéficiaires de ce projet parce que certains ont des champs qui ne faisaient pas l'agroécologie, mais aujourd'hui, grâce à ce projet-là, ils font des techniques agroécologiques dans le champ. Alors, ce qui est plus intéressant, parce qu'il y a l'argent, les jardins génèrent de l'argent, les élèves ont des récoltes et il y a une caisse disponible pour payer tous ces fonds-là. Alors, des légumes diversifiés cultivés, aujourd'hui dans les jardins, on a plusieurs types de légumes, que ce soit gourmands, à des les carottes, betteraves et autres. Donc, il y a des légumes diversifiés. En dehors de ça, on a pensé aussi organiser les camps de recyclage en agroécologie pendant les vacances pour occuper les élèves. Donc, un camp de 3 jours pour les élèves qui sont un peu assidus dans les jardins. Donc, on repère ces élèves-là tout au long de l'année. Pendant les vacances, on les invite à la fin pédagogique agroécologie du CECAR à Azangon. Donc, c'est un moment convivial où les élèves euh, font des partages. Les élèves de différentes écoles qui viennent, ils font des partages sur tout ce qu'ils font dans leurs différents jardins. 20% des élèves repeignent le jardin à la maison. C'est aussi un succès de ce projet-là. Donc, il y a les images que vous pouvez voir aussi sur les changements observés, les jardins installés dans ces écoles. Vraiment, ça a vraiment contribué aussi à l'amélioration du cadre de vie de quelques écoles parce que les recettes ont été utilisées pour gérer quelques dépôts dans ces écoles. En exemple, à Atiapé de Koué, une partie de ces recettes ont permis à gérer les enseignants volontaires parce que ce sont les parents d'élèves qui prenaient en charge ces volontaires, bon, étant donné que ces parents n'ont pas assez de moyens. Donc, une partie de ces recettes ont permis de régler cela. Alors, à Zoti, ouais, ce sont les parents qui viennent acheter pour les citronnelles et les légumes. Parce que nous, dans chaque jardin, seulement on met les citronnelles parce que ça repousse les insectes ravageurs et autres. Et aujourd'hui, les citronnelles sont aussi une source de revenus. À de quoi vous allez voir les élèves qui font les tas de citronnelles, qui vont les samedis au marché d'Azan pour aller vendre ces citronnelles-là et c'est l'argent qui rentre dans la caisse de l'école. Donc, le jardin d'Agbelouvé, donc ce jardin fournit la cantine de l'école parce qu'il y a une cantine pour les cours primaires. Donc, les responsables de ces cantines-là venaient s'approvisionner auprès de ce jardin-là en légumes. Donc, oui, en termes de changement aussi, on ne peut pas oublier l'école Bernard Bernadette, c'est une école privée où les revendeurs de cette école sont en même temps les parents d'élèves. Donc, et ces parents-là voient un peu comment leurs enfants travaillent dans les jardins et ils viennent s'approvisionner en termes de corées potagères. Et ces femmes-là ont témoigné que les corées potagères qu'elles achètent auprès des jardins, de ce jardin plutôt, est meilleure que les corées qu'elles achètent au marché. Donc, ce sont de très bons retours que nous avons. Alors, et aujourd'hui, les élèves comprennent l'importance et les résultats de certaines pratiques agroécologiques. Alors, lors de notre camp de cette année, il y a une élève qui a dit euh, qu'en associant les fleurs de tournesol dans leur jardin, elle a constaté que les insectes n'attaquent plus les légumes, mais les insectes viennent se poser sur les fleurs de tournesol. Donc, ce qui voudrait dire que ces élèves font des observations de tout ce que nous faisons dans les jardins et tirent les conclusions. C'est vrai, il y a des succès, il y a des changements observés, mais les défis, ça n'en manque pas. Des fois, ce sont les pannes des forages, donc ce qui fait que l'arrosage n'est plus régulier. Donc, les vacances au sein euh, de ces écoles font que bon, les élèves ne sont plus là aussi, les enseignants ne sont plus en permanence. Alors, il y a aussi un problème, la transhumance. Dans une de nos écoles, pas trop loin, il y a les Peuls qui viennent avec leurs bœufs. Donc, les bœufs, on essaie de gâter notre clôture. Et aussi, il y a le vol. Les enfants travaillent la nuit, les vrais propriétaires arracher les records et tout, et tout. Donc, c'est ça a vraiment découragé, démotivé certains ici à l'école aussi. Et ça a de ce projet parce que on démarre le projet avec les enseignants qui ont bien compris la vision et dans ce coup, bon, ils partent. C'est difficile de reprendre avec de nouveaux
enseignants, donc ce qui freine un peu le développement aussi de ces jardins. Alors, on a appris des leçons et à travers ces défis, les obstacles-là, les leçons apprises, c'est que il faut vraiment impliquer les parents dans la gestion de jardin. Parce que les parents, ils sont dans la communauté, les enseignants, eux, ils viennent, ils repartent. Or, les parents, ils sont là permanemment. Donc, quand on implique les parents dans ce projet-là, je pense que euh, ils vont vraiment aider leurs enfants. Et c'est d'avoir aussi les moyens pour faire un suivi régulier. Quand vous ne faites pas un suivi régulier, même avec les adultes, les coopératives, quand vous leur dites de faire quelque chose, ils ne font pas. C'est pas les enfants, il faut leur charger. Donc, il faut faire un suivi régulier et adhérer pleinement les enseignants dans ce projet. Parce que quand vous adhérez pleinement ces enseignants, vous leur faites comprendre le bien fondé de ce projet, je pense qu'ils seront bien impliqués. Et même si vous n'êtes pas là, ils gèrent bien l'arrière. Alors, il faut aussi mobiliser les élèves à travers des jeux, des pique-niques, faire des repas. Et nous, aujourd'hui, avec les camps que nous faisons, les élèves sont motivés à faire mieux, à faire davantage dans les jardins parce qu'on leur dit, ben, si vous ne travaillez pas bien, vous n'irez pas au camp. Et le fait de venir au camp, c'est aussi une manière de sortir de sa zone de confort, aller visiter un autre lieu. Donc, il faut aussi encourager les élèves à travers des petits jeux, des récompenses et tout. Et aussi récompenser les élèves assidus. Nous, on a l'habitude d'acheter les crayons, les trousses qu'on donne aux élèves méritants qui répondent mieux aux questions dans les jardins. Alors, en termes de perspective, on veut bien organiser un concours interjardin, premier les meilleurs jardins à la prochaine édition de notre camp, et aussi les meilleurs élèves qui reprennent les jardins à la maison. Et on a un manuel qui porte sur l'intégration de l'agroécologie dans le curricula des cours primaires. Donc, c'est en cours de rédaction et finalisation. Donc, bientôt, on va sortir ce manuel-là. Et donc, c'est à peu près ce qu'on a en perspective. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Merci Yannick. Il y a aussi quelques questions pour toi. Et puis, Pierre nous a fait le plaisir de nous envoyer des photos que nous allons montrer après les présentations tout à l'heure. Il y a Eliane qui demande si on peut avoir des écrits sur les techniques hors sol utilisées. Est-ce que Yannick, en un mot, tu peux revenir sur cet aspect des techniques hors sol utilisées? Très rapidement, la technique hors sol utilisée, bon, des fois, nous utilisons les pneus ou bien les bidons usés, ou soit ce sont les sacs, les sacs de 50 kilos que nous utilisons. Alors, pour les sacs de 50 kilos, il y a une technique particulière. On met les couches de gravier et de sable mélangées avec du compost en alternance pour former les couches. Et après, on perce des trous au niveau des sacs pour mettre les légumes dedans. Bon, peut-être que si madame peut envoyer le document en bonne du forme après. Je ne sais pas si j'ai répondu à Bon, la question. alors je pense que vous pourrez aussi échanger des coordonnées après pour poursuivre la discussion. Les présentations, il y a quelqu'un qui avait demandé si on pourrait avoir les présentations. Je pense qu'avec les différents présentateurs, on se fera ce plaisir de vous les partager. On va passer au Bénin avec Deo Gracias. Alors, bonjour, je suis Del Gracias Kojo. C'est un plaisir pour moi de participer aux échanges de ce jour. Voilà, j'espère que vous me voyez bien, que je suis très audible également. Je suis agronome forestier de formation et coordonnateur d'échandation ressources naturelles et cadre de vie au CIPOCRE Bénin. Et je vais échanger avec vous par rapport à notre expérience liée au jardin scolaire. Et en premier, d'abord, j'échangerai un peu sur notre compréhension du jardin scolaire, les succès que nous avons et les échecs. Alors, les jardins scolaires sont des espaces cultivés dans ou près d'une école où les élèves travaillent à la plantation
et à l'entretien de légumes, de fruits et de plantes. Il est un cluster d'initiation des apprenants à l'agroécologie, à la production sans intrants chimiques, à la pratique des mesures de gestion durable des terres. Et il contribue également à l'avènement des écoles faites, qui sont des écoles où les acteurs scolaires sont soucieux de l'environnement, de l'écologie, où ils aménagent leur cadre de vie pour avoir des espaces verts et profiter au maximum des conditions écologiques pour l'aération de leur salle de classe. Voilà. Et comment nous menons en œuvre les jardins scolaires au cycle Bénin au Bénin? D'abord, nous mettons en place des comités mutuateurs que nous appelons les comités écoles faites mutuateurs, puisque ce comité est constitué des apprenants, des instituteurs, des enseignants et des parents d'élèves. Donc, d'abord, les apprenants, c'est un comité mutuateur de 7 personnes. Nous avons 2 apprenants, un élève, une fille et un garçon. Nous avons le directeur de l'école, le représentant des enseignants, ça fait 4. Le président de l'association des parents d'élèves et le représentant du personnel de soutien. Ça peut être les femmes qui servent à la cantine scolaire, le gardien ou le veilleur de nuit qui sont dans le comité. Et c'est avec ce comité qu'est planifié et l'installation des jardins scolaires. Et Cyprès Bénin apporte son appui technique et matériel financier pour l'installation des jardins scolaires. Et avant ces jardins scolaires, nous procédons à l'animation des classes environnementales où nous amenons les apprenants à comprendre l'importance de l'environnement, pourquoi il faut adopter l'agroécologie et quel est le gap, quel est le danger avec l'agriculture conventionnelle et pourquoi il faut que dès maintenant qu'ils puissent apprendre à produire de façon saine, pardon, et qu'ils soient pour nous des ambassadeurs auprès de leurs parents pour qu'ils puissent changer de comportement, pour que leurs parents aussi puissent adopter dans leurs exploitations des pratiques durables qui sont favorables à l'environnement, qui sont favorables qui leur permettent également de s'adapter de s'adapter au changement climatique. Et également, nous développerons les mesures de gestion durable des terres et le paillage, euh, l'utilisation des plantes fertilisantes pour pouvoir contrer les problèmes de fertilité du sol. Nous les appelons également à utiliser les biointrants, à fabriquer des biointrants, le biopesticide à base de feuilles de Nîmes et le, le biofertilisant à base de viscères de poissons, puisqu'il y a des écoles qui sont dans la basse vallée du fleuve Ouimet. Voilà. Et donc, en termes de succès, euh, en 2024, nous avons pu installer 9 jardins scolaires et 8 collèges, 8 établissements scolaires du secondaire et un établissement scolaire du primaire. En 2025, c'est 12 jardins scolaires qui ont été installés, 4 au primaire et 8 au secondaire. Et ces activités nous ont permis de mobiliser 249 apprenants, dont 114 filles en 2024 et 650 pour 214 filles en 2025. Et, et lorsque nous prenons nos activités depuis depuis 2022, il y a plus de 3000 acteurs scolaires, enseignants et élèves qui ont été mobilisés pour l'installation des jardins scolaires. Voilà. Les photos que nous voyons ici, c'est les photos des activités d'installation, d'apprentissage, de quelques techniques et d'installation de potager au sol. L'autre succès également que nous avons noté, c'est que au-delà des jardins scolaires que nous avons installés dans ces établissements scolaires, certains apprenants ont pris l'initiative d'installer eux-mêmes leur jardin scolaire. Ici, nous avons Charles et Basile qui sont deux apprenants du collège de d'Amérogon dans la commune de Bonou, dans le département de Bonou au Bénin, et qui ont installé à proximité de leur domicile un jardin scolaire. Et nous leur avons rendu visite et nous étions tellement émerveillés. Et également, c'est bien que ces apprenants ont déjà installé et ça déjà leur jardin scolaire.
un jardin potager, un jardin agroécologique à domicile. Mais c'est également une source d'inquiétude pour nous, puisqu'ils sont en apprentissage. Et quand ils font ce jardin, ils font des légumes et ils gagnent déjà de l'argent. Et ça pourrait les amener à ne plus trop se concentrer sur les études. Donc, on essaie aussi de voir comment échanger. Voilà, on les coach pour qu'ils puissent savoir que, OK, voilà, je fais du jardin scolaire, je gagne un peu de l'argent, mais ce n'est pas une raison pour décrocher, pour ne pas être assidu au cours. Alors, au-delà de l'installation des légumes, des, du maraîchage dans les écoles, nous faisons également des reboisements et l'installation des plantes d'ombrage et des espèces ornementales. Et puisque dans ces établissements, il y a des établissements qui sont vulnérables aux vents violents, ici c'est au CG Kessounou, Cotonou, où nous avons accompagné les apprenants à installer des, des plantes d'ombrage qui vont servir également de brise-vent pour pouvoir limiter l'effet des vents violents dans ce collège. Lorsque nous voyons tous ces résultats que nous avons permis, on retient que en termes de succès, de façon plus globale, que nous avons pu noter l'implication effective des élèves, y compris des filles, dans la pratique de l'agroécologie et que ces apprenants ont même sensibilisé leurs parents à changer de comportement, à adopter des pratiques agricoles durables. Et l'approche participative pour la mise en place et l'entretien des jardins scolaires également, puisque c'est école, enseignants, club, voilà, tout ce dispositif nous permet de réussir, de réussir. Voilà. Il y a la contribution à la sécurité alimentaire des ménages au-delà du seul cas scolaire. Et les légumes feuilles qui sont produits ne sont pas vendus directement ici, puisqu'il y a les cantines scolaires. Donc, ces légumes feuilles sont utilisés pour renforcer les repas, renforcer l'alimentation que proposent les cantines scolaires. Puisque, comme vous le savez, en termes d'alimentation saine et équilibrée, il est recommandé de consommer jusqu'à 40 divers légumes et fruits par semaine. Donc, avec cet apport, ça permet vraiment de contribuer un peu à améliorer la qualité nutritionnelle des repas qui sont servis dans nos cantines scolaires. Également, en le faisant, les enfants qui adoptent qui mettent en place des jardins dans leur maison, renforcent également la sécurité alimentaire de leurs parents, de leur ménage. Et comme c'est ça aussi, il y a la création d'espaces pédagogiques vivants qui permettent l'apprentissage, la sensibilisation à l'environnement et à l'agroécologie. Alors, en termes d'échec, nous avons le fait que, il y a l'abandon des entretiens pendant les congés et vacances scolaires. Et il y a aussi la dépendance des jardins scolaires, surtout des clubs, des comités écoles, des clubs écoles vertes de CP Bénin. Ils attendent surtout que, bon, à chaque année scolaire, que ce soit CP Bénin qui leur dise, OK, recommencions, faisons ceci. Il y a, dans la majeure partie des écoles où nous intervenons, que nous avons intervenu en 2024, en 2020, au début de cette année scolaire, la plupart attendent que le cycle Bénin puisse venir les accompagner à reprendre des activités. Alors, ce que nous voudrions, nous souhaitait, c'est que ces jardins scolaires, que la communauté scolaire puisse s'approprier ces jardins scolaires et n'attendent aucune structure pour pouvoir les installer d'une année à une autre. Nous avons le fait aussi que les installations sont inondées d'une année à l'autre, puisque nous avons près de 6 établissements qui sont dans la plaine inondable du fleuve Ouémé, qui est le plus... et il faut que chaque année, à chaque crue, toutes ces infrastructures sont dévastées par la crue et il faut les réinstaller. Et c'est dans cette perspective que nous allons commencer par apprendre les apprenants, surtout des villages des agrégés, à pouvoir faire de la culture au sol. Nous l'avons fait l'année dernière et cette année-ci, nous commençons et nous allons le faire aussi. Et en été dernier, voilà, en juillet passé, nous avons organisé également un camp d'éveil du militantisme de l'entrepreneuriat écologique Séméco. Je n'ai pas pu mettre des images dessus. Alors, pour ce camp, on a prévu et on a sélectionné les apprenants qui sont plus engagés pour la mise en œuvre des jardins scolaires, qui participent activement aux classes environnementales
Et ces apprenants, on les a permis de vivre un camp de 5 jours qui les permet, un camp qui les a permis de s'imprégner un peu de façon plus assidue aux réalités, aux métiers écologiques, à l'entrepreneuriat vert, pour qu'ils puissent devenir des acteurs, pardon, des acteurs de l'agroécologie qui puissent réellement jouer le rôle d'ambassadeurs que nous souhaitons auprès de leurs parents pour que nous puissions avoir plus de producteurs agricoles et qui s'engagent dans l'agroécologie, dans la production biologique sans influence chimique. Et somme toute, il est agréable que nous, des centres scolaires, la pérennisation de ces années scolaires et le passage de des périodes de congés, de vacances reste une problématique, un défi. Et voilà ce que j'ai à partager avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va passer au CIPCRE Cameroun et ensuite ouvrir une session de questions-réponses. On va répondre aussi à toutes les questions pardon, que vous posez dans le chat. Donc, au niveau de notre plan, nous aurons une petite introduction et la stratégie de mise en œuvre, comment est-ce que nous procédons pour mettre sur pied des jardins, le projet jardin scolaire biologique, les étapes de mise sur pied du jardin proprement dit, quelques résultats, des leçons tirées et les difficultés. Donc déjà, l'introduction au CIPCRE, déjà depuis 2018, le CIPCRE s'est engagé dans la promotion de l'éducation globale au sein des établissements scolaires partenaires de ces zones d'intervention. D'abord, dans le domaine de la mise en place des espaces verts, parce qu'il faut dire que nous faisons espaces verts et jardins scolaires. Et ensuite, les jardins scolaires. Il a été question de susciter le développement holistique des compétences des acteurs de la communauté éducative en termes d'acquisition de connaissances pratiques dans le domaine de l'éducation et de l'environnement. Okay. Donc, déjà, pourquoi, à la question de pourquoi un jardin biologique? Un jardin biologique est un excellent outil pour la démonstration, démontrer à la communauté éducative pourquoi nous devions valoriser les ressources locales, donc c'est-à-dire les fertilisants naturels, nos produits locaux. Et il est constitué l'un des outils pédagogiques actifs, un support d'activité ludique pour les élèves, un espace idéal pour s'exprimer, se récréer et apprendre. En effet, par le biais des jardins scolaires biologiques, ils acquièrent les élèves les savoir-faire et les savoir-être. Donc, en ce qui concerne la stratégie de mise en œuvre, nous avons déjà la rencontre de prise de contact avec les membres de la communauté éducative. Donc, elle est constituée des responsables d'établissement, des enseignants, des parents et des élèves. Donc, pendant cette rencontre, nous convoquons toute la communauté éducative déjà pour présenter le projet de jardin scolaire où la communauté éducative prend part et soit au courant de ce que nous voulons faire au sein de l'établissement scolaire. Le deuxième point, c'est le diagnostic environnemental et le plan de masse de l'établissement. Parce qu'après la présentation du projet, nous passons au diagnostic environnemental où il est question déjà de toucher du doigt où est-ce que le jardin doit être mis, quelle superficie sera attribuée au jardin et toutes les infrastructures dont possède l'établissement. Est-ce que l'établissement a un point d'eau? Si oui ou non, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc ça, c'est ce qui se fait lors du diagnostic environnemental et on sort ensemble le plan de l'établissement, un plan de masse où l'établissement est représenté, où nous aurons notre jardin. Le troisième point, c'est la signature de l'accord de partenariat. Parce qu'après tout ceci, nous avons une rencontre où nous partageons avec les responsables d'établissement l'accord de partenariat. Cet accord de partenariat où nous décrivons déjà tout le projet, ce qui incombe le CIPCRE comme activité et ce qui incombe la communauté éducative comme responsabilité. Donc, ensemble, nous voyons tout ceci, nous tombons d'accord. S'il y a des points à changer, nous changeons. Et si c'est bon, on signe donc cet accord de partenariat pour la période d'1 an qui est renouvelable. Et après ceci, nous avons la formation des membres de la communauté éducative. Maintenant, la formation, elle est théorique, elle est à la fois théorique et pratique.
Donc déjà théorique, nous expliquons pourquoi les jardins en milieu scolaire, ce qui va avec, l'éducation environnementale et tout ce qui va avec. Et la formation pratique, c'est les élèves, les enseignants et en même temps aussi avec les parents d'élèves toujours. Donc, oui, ils sont formés déjà sur les techniques de production d'engrais biologiques, sur la mise sur pied des espaces verts, des jardins et autres. Donc, c'est ce que nous faisons avec la communauté éducative en termes de formation. Après ceci, nous avons les appuis. Donc, il faut dire qu'après formation et appui, nous avons des appuis, nous apportons des appuis, de petits matériels, que ce soit les seaux, les houes, les arrosoirs, qui seront utilisés pour le jardin, ainsi que le matériel végétal pour le jardin. Oui, Après, nous avons l'étape de suivi et de coaching. Pendant le suivi et le coaching, nous suivons toute la communauté éducative déjà en ce qui concerne la pépinière, si elle a été mise en place, comment est-ce qu'elle se comporte, comment est-ce qu'il faut transplanter et autres. Donc déjà sur les photos, vous pouvez voir de la droite vers la gauche, nous sommes dans des établissements scolaires où les jardins, où un gémoire de laitue a été mis sur pied. Ensemble avec les élèves, on regarde est-ce que ça va, ou bien s'il y a des manquements, qu'est-ce qu'il faut faire et autres. De l'autre côté, nous avons là des élèves qui transplantent à leur niveau. Ça, c'est dans un lycée. Ensuite, nous avons les étapes de mise sur pied d'un jardin proprement dit, le jardin biologique scolaire. Donc, j'insiste encore parce qu'au CIPCRE, nous avons les jardins biologiques scolaires. Nous sommes déjà à l'étape de biologique. La première des choses, la création du gémoire. Étant donné que déjà lors du diagnostic environnemental, nous avons fait du site. Donc, nous arrivons à la création du gémoire où on montre à la communauté éducative où ils sont enseignés sur les techniques de mise sur pied d'un gémoire. Ensuite, la préparation du site du jardin proprement dit où on désherbe, on laboure et tout ce qui va avec. La fertilisation où ils sont formés encore sur comment est-ce qu'il faut fertiliser le jardin. La transplantation, le paillage si cela est nécessaire dans les techniques de lutte contre les effets, que ce soit en saison sèche, en saison de pluie, et l'entretien, le traitement biologique. Et enfin, nous avons la récolte. Sur cette photo, nous pouvons voir les étapes de mise sur pied d'un jardin. Lors des formations théoriques, nous procédons ainsi par ces différents chemins avant d'aller sur le site proprement dit. Et nous avons l'autre stratégie. Parce qu'il faut dire que cette stratégie que j'ai expliquée, ça, c'était la stratégie où on a opté juste de 2018 à 2020. Maintenant, nous avons une autre stratégie qui est la stratégie du scaling up, parce qu'il était question pour nous de toucher la hiérarchie. Donc, on voudrait aller plus haut. Vous avez vu qu'au début, nous avons juste, c'est avec la communauté éducative. Maintenant, la stratégie du scaling up, où il faut passer par le plaidoyer auprès des autorités administratives. Là, maintenant, on touche l'administration, que ce soit les délégations de l'éducation de base, les délégations des enseignements secondaires. Donc, il y a une rencontre de plaidoyer avec eux où on leur explique le projet de jardin scolaire à l'école, afin que eux aussi, ils puissent vraiment s'imprégner de la chose. À la suite de ceci, nous avons la signature de l'accord de collaboration avec les différentes délégations, les différentes autorités administratives, parce qu'on voudrait à l'intérieur, nous avons des différents points définis, ce qui incombe les différentes administrations et nous aussi le CIPCRE. Ensuite, nous avons la formation des responsables d'établissement et des responsables des activités post- et périscolaires, responsables du jardin. Dans la formation ici, il est question de former ces responsables d'établissement pour que eux, à leur niveau, ils puissent former le reste des enseignants qui vont à leur tour former les élèves. Ensuite, nous avons l'accompagnement des responsables formés par nous, le CIPCRE, parce qu'au moment d'implémenter sur le terrain, nous accompagnons donc ces responsables-là. Nous avons enfin les appuis et le suivi. Cette stratégie, elle est plus, on voudrait plus autonomiser les établissements afin que le CIPCRE puisse être juste comme un accompagnateur. Nous avons quelques résultats qui ont été enregistrés. Déjà, nous avons eu 2031 élèves qui jusqu'ici, 77 enseignants et 45 membres de la communauté, des enseignements des parents, l'association des parents et élèves qui ont acquis des compétences en technique de création des jardins, ceci dans 48 établissements scolaires. Donc, ça veut dire déjà 48 jardins qui ont été mis sur pied. L'utilisation des jardins comme outil pédagogique, c'est davantage utilisé dans les établissements. Dans l'exemple, on peut voir dans certains établissements où les leçons de sciences et de vie de la Terre, des mathématiques, dans ces jardins sont exploités par ces enseignants pour mieux expliquer ces leçons aux élèves. Toujours comme résultat, nous avons certains établissements
qui, pour assurer leur autonomisation, commercialisent les produits issus de leur jardin. Donc, ça, c'est pour le fonctionnement de leur établissement. On peut voir sur la photo. Donc, ça sont des carottes qui ont été récoltées du jardin. Et là, on a fait des petits tas qui sont commercialisés. Ça, ce sont les enseignants. Il y a les parents qui viennent parfois acheter. Il y a des enseignants eux-mêmes qui l'achètent. Il y a aussi certains des établissements qui ont bénéficié et qui ont remporté lors des sélections. Ceci grâce aux produits issus de leur jardin. Là, on peut voir le diplôme d'un établissement. Ça, c'est le CETIC de Médio qui a eu son diplôme. Nous allons avoir quelques leçons tirées parce qu'il faut dire qu'à l'issue de ceci, nous avons tiré quelques leçons. Donc, la leçon qui a été tirée, c'est d'impliquer les élèves dans tout le processus de mise en œuvre du suivi. Parce que quand l'élève est au centre, quand son intérêt, donc lui aussi, on s'est rendu compte que quand l'élève est vraiment au centre de la chose, le jardin, il va jusqu'au bout. Choisir des cultures à cycle court, très court même d'ailleurs, parce que par le passé, on choisissait des cultures qui allaient et ça n'arrivait pas à terme, parce que ça c'était pendant les congés et on abandonnait les cultures dans les champs. Responsabiliser les élèves ou parents proches de l'école pour veiller sur les jardins pendant les vacances, parce que ça c'est un problème. Pendant les vacances, les jardins sont abandonnés à eux-mêmes. Donc, on choisit des élèves qui sont proches de l'établissement, des parents, pour qu'ils puissent suivre le jardin pendant les vacances. Et l'une des leçons tirées aussi, c'est vendre les produits des jardins pour réinvestir dans le fonctionnement de ce dernier. Donc, cela a marché. Les difficultés que nous avons rencontrées, nous avons aussi eu quelques difficultés, dont l'abandon des cultures dans les jardins durant les congés scolaires, les malentendus sur les produits issus des jardins, parce qu'on a eu des établissements où lors des récoltes, les enseignants se sont disputés les produits, les élèves et autres et consorts. Donc, cela fait problème. Les vols des produits des jardins en absence des élèves et enseignants. Le manque des ressources propres pour le renforcement et pour l'extension, parce qu'il faut dire qu'à un certain moment, ils dépendent toujours du cyprès pour l'extension du jardin. Donc, voilà jusqu'ici ce que nous avons eu à faire, les leçons tirées, les résultats et notre partage d'expérience. Je vous remercie. Merci Christelle. Merci à tous les panélistes. Merci à Christelle pour ton intervention, à Pierre également, à Déo Gracias et à Yannick. Il y avait beaucoup de questions qui étaient dans le chat. On a reçu ces éléments-là. Je pense que nous arrivons à regarder. Donc, ce sont des images que Pierre nous a partagées par rapport à ce qu'ils font à leur niveau. Et pendant qu'on regarde ces images, je pense que Pierre, il y avait certaines questions pour toi. Une première demandait comment vous choisissez les établissements. Ok, merci. C'est bon. Je disais que le choix d'établissement, c'est au niveau de la coordination. Et là, c'est fait avec le chargé d'éducation et avec les demandes des écoles qui sont un peu partenariat, beaucoup avec et la communauté qui peut faire des demandes au niveau de l'église. Comme Morija, vous le savez, Morija est en partenariat aussi avec l'église apostolique au Burkina. Et il y a des écoles qui font la demande. Et nous partons pour voir si la demande était accordée. On parle pour voir si réellement on peut passer à la mise en place. Donc, il y a une demande que l'école fait et on va étudier la demande et aller voir si on peut vraiment mettre en place le jardin. C'est ce qu'on fait. Alors, quels sont les établissements que vous choisissez? Est-ce que c'est le cours primaire ou le collège? C'est uniquement le primaire. Uniquement l'école primaire. Et beaucoup aussi, on travaille beaucoup avec dans les villages. Ce sont des demandes au fait. Des demandes d'école, des enseignants, les directeurs qui font des demandes au niveau de Morija. Et ça vient et nous étudions et puis avant de sélectionner. Yannick, il y avait une question pour toi. Comment procéder si nous voulons mettre en place dans nos jardins, dans nos écoles des jardins scolaires, est-il possible de solliciter l'appui et l'accompagnement du CECAR? Ça, c'était pour Yannick. Ça, c'est pour Yannick. Ça, c'est une question que Hélène pourra répondre. Alors, ouais, pour ce qui est de Morija. Dis à Yannick que je serai à Lomé demain avec Hélène et je vais lui poser la question, on va pouvoir lui répondre. Oui, déjà, je peux dire que oui, si ils envoient la demande au secrétariat, je pense qu'on va réagir
Sinon, techniquement, on est prêt pour accompagner parce qu'on ne peut pas couvrir toute l'étendue du territoire. Donc, s'il y a d'autres organisations qui sont prêtes à s'engager dans les jardins scolaires, nous, on est prêt pour les accompagner techniquement. Bon, il faudra aussi voir le côté financier, bon, je sais pas. Mais techniquement, on est prêt. Alors, il y a une question de Monsieur Eugène depuis le Cameroun, que nous remercions pour sa présence. Comment pourrait-on imaginer l'accompagnement des différentes initiatives de création de jardins scolaires agroécologiques et biologiques par le SECAR? Je pense que le LG pourra mieux répondre. Mais Yannick, je ne sais pas si tu as des éléments de réponse. Juste que je n'ai pas bien compris cette question-là. Comment imaginer un accompagnement? Alors, je reprends dans les thèmes clairs. Comment pourrait-on imaginer l'accompagnement des différentes initiatives de création de jardins scolaires agroécologiques et biologiques par le SECA? Est-ce que le SECA est dans une dynamique de rassembler aussi de travailler à accompagner ces jardins-là? Alors, je pense que c'est beaucoup plus une question institutionnelle. Mais je pense que à voir avec toutes les expériences capitalisées sur ces dernières années en termes de jardin, je pense que le secrétariat est prêt à reverser toutes ces expériences-là pour les organisations membres pour qu'elles reprennent les jardins dans leurs différents pays. Bon, sinon, c'est cette réponse-là que moi j'ai à mon niveau. On va vous laisser poser des questions dans le chat directement ou dans la session questions-réponses. Non, disons que la question est assez simple. J'étais seulement curieux de savoir s'il y a une organisation qui a déjà essayé quelque chose dans les domaines des productions animales, puisque depuis là, nous travaillons dans les jardins, les productions végétales et tout. Est-ce qu'il y a une organisation qui a déjà tenté quelque chose sur l'élevage, quoi, l'élevage dans les écoles? C'est ça ma OK. curiosité. Alors, parole est à qui veut la prendre parmi les présentateurs, Alors, Déogracias, Yannick, Christelle ou Pierre? oui, alors est-ce qu'on a pensé intégrer le volet élevage dans les jardins parce que la culture et l'élevage vont de pair. Bon, lorsque notre manuel va sortir, vous allez voir clairement que on a précisé cela dans le manuel, mais techniquement, dans la réalité, on ne le fait pas compte tenu de certaines circonstances parce que le vol, dans nos contextes là, ça ne nous permet pas d'installer euh, l'élevage. Bon, ne serait-ce quelques poules là dans ces jardins. Donc, c'est un peu ça. Bon, c'est pas pour les autres de quoi il s'agit. Sinon, on n'a vraiment pas pensé à ça. Et déjà, mais il faut dire qu'avec les écoles, les jardins, s'il faut intégrer l'élevage à ce niveau, ça serait vraiment compliqué pour la gestion. Avec les différentes difficultés que nous avons ici pour le jardin, et l'élevage demande beaucoup, beaucoup d'attention aussi sur les animaux. Et là, pour le combiner, bon, des fois, c'est nous, des fois, on demande aux enfants même d'amener, parce que nos sols sont vraiment trop dégradés. Nous sommes dans le Sahel. Donc, chez nous, c'est un peu dégradé, beaucoup dégradé. Et des fois, on demande aux parents d'élèves et aux élèves de nous apporter, par exemple, la faim des animaux, de volailles, de la maison, vers l'école pour la fertilisation. Mais réellement, penser à intégrer l'élevage au niveau des écoles, pour le moment, non. D'accord. Alors, tous les participants, au début de la réunion, vous aviez vos micros désactivés complètement, donc vous ne pouviez pas les activer, les allumer, mais nous les avons réactivés pour tous les micros. Donc, s'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir, il peut lever la main et puis nous lui donnerons la parole. Il y a Alphonse qui a la main levée, on lui donne la parole. Oui, disons que c'est vrai que c'est moi qui pose la question. Mais en fait, c'est un questionnement, puisque c'est en réalité un défi que nous devons tous relever à partir du moment où nous savons que l'agroécologie
doit intervenir forcément les deux activités, c'est-à-dire agriculture et élevage. Et si nous voulons accompagner les élèves dans ce domaine, il faut forcément que ces élèves-là comprennent déjà dès la base que, en fait, il faut intégrer l'agriculture et l'élevage. Donc, c'est un défi que nous devons continuer à réfléchir là-dessus, puisque nous le faisons également à notre niveau, réfléchir comment ça peut être possible. Bon, c'est les questions, les réponses que les uns et les autres ont apportées sont vraies, parce que c'est une question pratique. Il y a le vol, il y a l'attention qu'il faut apporter aux animaux. Bon, bref, mais ça ne devrait pas nous décourager. On pourra continuer à voir dans quelle mesure est-ce qu'un parent peut s'engager, qui est dans le voisinage, et qui fait en sorte qu'il élève le petit animal. Ça peut être la volaille, ça peut être même le cobaye, quelque chose de ce genre, où les élèves pourront se rendre facilement là-bas pour voir comment ils peuvent obtenir des déjections à partir de cet élevage pour rentrer à l'école, donner peut-être le compost, le compost enrichi par exemple. Bon, il fait un travail qui leur donne tout ce cycle, quoi. Le cycle, qui montre tout le cycle bouclé, puisque à la fin de la pratique agricole, les fans c'est pas, non, je vais dire des carottes, ils pourront rentrer dans cet élevage, servir au cobaye, le cochon d'Inde ou bien d'autres animaux, chèvres, moutons. Alors, ça donne donc, ça boucle un peu ce cycle dans leur tête. Alors donc, je pense qu'il faudrait qu'on continue à réfléchir sans forcément se décourager du fait qu'il y ait des vols et tout. Donc, un parent voisin peut peut-être nous guider, nous aider à apporter ce projet-là. Voilà, donc c'était une contribution comme ça que en tout cas, Une je jette un petit pavé contribution. dans la mare pour que nous puissions continuer à réfléchir. Voilà, merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution, Yannick. En tout cas, merci beaucoup, Alphonse, pour ce questionnement qui est vraiment pertinent. Euh, je pense que on va vraiment y réfléchir. Dans les présentations, je pense que euh, il y a un présentateur qui a parlé d'un surveillant permanent qui est là pour veiller sur les jardins. Donc peut-être si on peut trouver ces surveillants-là qui vont vraiment surveiller ces élevages-là en absence des élèves et des professeurs, des enseignants, ça pourra vraiment nous avantager. Mais néanmoins, nous mettons beaucoup plus l'accent sur l'élevage à la maison parce que c'est aussi une source de revenus pour les élèves. Euh, souvent, quand ils viennent chez nous à la ferme pédagogique du CECA, quand on leur fait visiter euh, la bergerie, les poulaillers et autres. Donc, on insiste vraiment sur l'importance de l'élevage en tant que source de revenus dans la vie d'un élève. Donc, merci. Merci, Yannick. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres contributions? Bonjour à tous. Merci beaucoup pour les présentations qui sont vraiment très enrichissantes. Bon, moi, ma question, bon, surtout pour Monsieur Yannick, et côté Togo, merci, je félicite vraiment cette initiative. J'aimerais savoir comment est-ce qu'ils ont pu avoir les autorisations pour entrer dans les écoles, bon, pour les sensibilisations et autres, et comment se fait la sensibilisation? Est-ce qu'ils ciblent des classes spécifiques ou bien ils rassemblent tous les élèves? Et aussi, comme ce sont les élèves eux-mêmes qui produisent leur production, ce qu'ils veulent, est-ce qu'à la cantine, ces enfants, ils paient encore avant de manger ou bien c'est gratuit? Ok, merci, Madame Judith. Ça prouve encore une fois que vous accordez de l'intérêt à tout ce que nous avons à présenter. Alors, la première question, c'est par rapport aux autorisations. Euh, c'est vrai que nous sommes au Togo et quand on parle d'autorisation, on a souvent cette peur-là par rapport à la lenteur dans les affaires administratives.
Bon, nous aussi, au début, on a eu cette peur-là, mais on est passé par les voies légales. Les voies légales et lorsqu'on a pris attache avec le ministère tutelle, euh, tous les documents possibles qu'ils nous ont demandé, on les a fournis, c'est-à-dire le rapport annuel d'activité du CECA euh, et aussi le projet le projet. Donc, c'est tous ces papiers-là, on a fourni. Et aussi, dans la présentation, j'ai parlé des PV, des réunions des parents d'élèves. Donc, on a joint tous ces documents-là au niveau du ministère. Donc, c'est ça qui a permis de donner l'autorisation parce que ils ont vu à peu près la crédibilité du CECA en termes d'agroécologie. Ils ont vu un peu ce que nous faisons dans l'agroécologie. Bon, c'est ça aussi qui a permis à avoir cette autorisation-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, de façon générale, tout ce qui concerne l'éducation à l'environnement, lorsque vous allez au ministère pour demander une autorisation, si vous êtes une organisation bien installée et que on voit vos rapports, je pense que c'est facile à avoir cette autorisation-là. Euh, OK. et aussi, il y a une précision. Lorsque le ministère tutelle vous dérive l'autorisation, le ministère vous renvoie à la DRE, à la Direction régionale de l'éducation, bon, la région dans laquelle vous voulez exécuter le projet. Donc, on vous renvoie là-bas. La direction aussi donne son avis déjà. Bon, le ministre a déjà accepté, donc la DRE n'a plus rien à dire, c'est juste pour les informer. Et la DRE vous envoie dans les inspections respectives. Donc, c'est avec les inspections que vous allez travailler. S'il y a un problème, vous prenez attache avec l'inspection. Aujourd'hui, il y a des inspecteurs qui sont vraiment motivés par ce projet-là, ils nous appellent et autres. Donc, c'est un peu ça. Alors, par rapport aux classes, nous, dans certaines écoles, nous travaillons uniquement avec les collégiens, genre 6e et 5e, à la limite 4e. Pour les troisièmes, on ne les dérange pas trop parce que c'est une classe d'examen, donc on ne les surcharge pas avec les examens. Parce qu'on suppose que déjà les élèves qui sont en classe de troisième, ils ont eu la chance de faire le jardin en sixième, cinquième et quatrième. Et maintenant, pour le cours primaire, selon notre protocole, euh, c'est à partir de CE2, c'est CE2, CM1. Et aussi, on prend un peu CE1 et pour ces classes-là. Parce que nous, le projet, techniquement, on soutient financièrement le projet sur 2 ans. Financièrement, techniquement, sur 2 ans. Mais à partir de la troisième année, ce sont des suivis techniques qu'on fait. Donc, on suppose que le jardin est autonome en termes de financièrement pour subvenir aux pannes, quelques réglages au niveau du jardin. Donc, c'est au primaire, donc c'est ceux de CM1 qu'on qu'on soutient. Et ce sont les élèves de CM2, ceux de CM1 qui travaillent avec nous. Et CM2 aussi, comme c'est une classe d'examen, on ne surcharge pas trop le programme là-bas. Parce que déjà, quand vous allez dans les établissements, l'inspection vous demande de prendre la tâche avec les directeurs d'établissement et les enseignants pour voir à peu près leur programme. Donc, si le programme est trop serré, nous, on n'aime pas trop déranger. Mais il y a des enseignants de la classe de CM2 qui invitent ces élèves-là à venir travailler par moment dans les jardins. Alors, pour la question de cantine, allô? Oui, oui, vas-y. OK, pour la question de cantine, alors, c'est de façon spécifique, le cas là, c'est au niveau d'Agbelouvé, l'école Joseph Strebler d'Agbelouvé. Alors là-bas, nous travaillons avec les collégiens. Nous travaillons avec les collégiens. Et la cantine est logée au niveau du primaire, au niveau de l'école primaire. Donc, la cantine de l'école primaire vient au niveau du collège. Le jardin géré par les collégiens pour acheter les légumes. Donc, il n'y a pas de cantine euh, au collège où nous intervenons. Donc, c'est un peu ça. Je n'ai pas de questions, mais je voulais juste faire un petit apport. C'est par rapport aux Oui. classes qui participent aux activités de classe environnementale d'installation des jardins scolaires.
Au Bénin, au cycle Bénin, nous faisons l'effort de ne pas trop impliquer les classes d'examen, notamment la classe CM2 au primaire, la classe de troisième et de terminale au, au secondaire. Parce qu'on le veuille ou Ok. pas, nos activités perturbent d'une manière ou d'une autre les activités pédagogiques. Donc, nous essayons de minimiser euh, l'impact de nos activités sur le programme pédagogique et donc de ne pas perturber beaucoup plus les apprenants des classes d'examen, les candidats aux divers examens scolaires. Donc, c'est ce que je voulais D'accord. apporter, surtout pour Madame Judith Kako, qui avait voulu savoir comment ça se passe pour les autorisations, les conditions de déroulement des jardins scolaires. Merci beaucoup. Mais peut-être que Deo Gracias, avant Pierre qui demande la parole aussi, mais peut-être à votre niveau aussi, est-ce que vous avez dû avoir des autorisations étatiques et tout? Oui, oui, nous avons un accord cadre de partenariat avec le ministère de l'Enseignement maternel primaire qui nous permet d'intervenir dans tous Très les bien. établissements scolaires du Bénin pour nos diverses activités, que ce soit en lien avec l'environnement, les droits humains et autres. Mais en dehors de Ok. ça, nous envoyons nos programmes d'activité pluriannuels aux, aux chefs de circonscription scolaire et nous échangeons avec les directeurs d'école et ils savent chaque année ce que nous avons à faire avec eux et c'est comme ça que nous travaillons. Donc, il y a une planification périodique qui est envoyée à ses partenaires scolaires. Ok. Peut-être aussi, peut-être pour ajouter, il y a des organisations qui peuvent avoir des accords programmes avec les États dans lesquels elles travaillent. Ces accords programmes-là peuvent vous servir également pour faciliter ces échanges-là. Si vous êtes une organisation déjà connue, c'est beaucoup plus facile de travailler avec ces établissements-là. C'est beaucoup plus facile d'avoir ces autorisations. Pierre? Alors, je Après, voudrais un nous passons la peu... parole à Alphonse. Oui, C'est bon? oui Pierre, vas-y. Oui, Vas-y, Ok. oui. oui, allô? Voilà, je voudrais un peu apporter certains éléments aussi à notre niveau sur les écoles du primaire. Et comment nous sélectionnons? En fait, nous rentrons par classe pendant les formations au moins de formations de 3 à 4 jours que nous faisons. Nous rentrons par classe, mais on évite beaucoup les classes de CM2 parce qu'on se dit que ce sont des enfants qui vont avoir le CP et qui vont partir au collège. Et donc, à partir du CM1, CM2, CE2, que nous sélectionnons au moins, on peut sélectionner au moins 15 par classe jusqu'au CP1, les mettre ensemble dans une salle pour demander du temps pour eux pour faire la formation. Parce que vu le nombre des enfants, c'est compliqué qu'on puisse former tout le monde. Mais on fait des sélections pour faire la formation. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que ici, nous travaillons de telle sorte à ne pas perturber les cours normaux. Parce qu'on dit aux enseignants, vous devrez toujours respecter. Maintenant, il y a des temps de récréation pour les enfants, soit à la descente. Si la classe concernée pour le travail peut aussi décider de le faire après les cours le soir avant de partir, ou soit d'autres décident de venir tôt le matin, ou soit pendant la récréation, pour ne pas déranger les cours pendant le travail. Au Burkina, la particularité, il faut savoir que c'est nous, les jardins maraîchers, mais déjà dans le ministère même l'autorise déjà. Donc, ça fait que ce que Maurice fait, ce sont des lettres de remerciement que l'État nous donne maintenant. Parce que ça fait partie de l'aide politique. Aujourd'hui, avec la transition, l'État même veut le faire partout dans les zones. Et donc, d'autres même viennent chez nous maintenant pour voir l'expérience, pour pouvoir l'implanter dans certaines écoles. Donc, ça fait que chez nous, il n'y a plus de demande ou quoi. Non, quand vous faites, même on vient vous féliciter. Voilà. Mais maintenant, c'est de Ok. travailler aussi à ne pas perturber. C'est très important. Parce qu'il y a le calendrier scolaire qui est là. Il ne faut pas perturber les cours avec vos jardins. Non, il faut trouver vraiment un créneau avec les enseignants pour pouvoir travailler avec les enfants. Et c'est beaucoup de ça. On s'est dit aussi que c'est du sport. Hein. Quand on était au lycée, dans les primaires, il y a les épreuves sportives. Quand tu pars pomper l'eau, on te dit que tu fais du sport.
Donc, c'est ce que je voulais Ouais. ajouter. Merci. Super, super, Voilà. super. Merci. Il y a Alphonse qui demandait la parole. Peut-être on lui donne avant Christelle. Oui, oui, merci, Justin. Bon, disons que je vais déjà saluer cette initiative. J'ai trouvé vraiment personnellement très intéressant parce que le fait d'apprendre comment les autres font ailleurs, personnellement, je trouve que j'ai beaucoup appris et ça va certainement permettre d'arrondir les angles dans ce que nous faisons déjà à notre niveau. Et la question que je voudrais, c'est de savoir quelle est la suite, c'est-à-dire, est-ce que nous allons nous organiser pour nous retrouver régulièrement, ici avec quelle périodicité. Et je crois que ça serait intéressant de prendre de temps en temps comment ça se fait ailleurs. Et je crois que ça va beaucoup nous aider dans notre quotidien par rapport à la promotion dans l'agroécologie, la culture biologique dans les établissements scolaires. Ok, c'était pour féliciter l'initiative. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alphonse. Christelle? Oui, c'est vrai que la question d'Alphonse est un peu décalée à celle dont j'avais. C'est pas une question, c'est juste aussi une contribution au niveau de comment est-ce qu'on fait pour travailler avec les élèves. Déjà, à notre niveau, l'autorisation nous est donnée par l'accord de collaboration que nous avons avec les différentes délégations, que ce soit les enseignements secondaires ou les enseignements de base. Donc déjà avec et aussi pour ne pas perturber les cours au niveau de l'école primaire, ils ont généralement ce qu'on appelle le développement personnel qui est mis sur pied, qu'on appelle aussi le gouvernement d'enfants. Donc, nous travaillons plus avec le gouvernement d'enfants et les enseignants qui, à leur tour aussi, apprennent à d'autres élèves. Et au niveau du secondaire, nous travaillons des activités post et périscolaires parce qu'ils ont ce qu'on appelle activités post et périscolaires. Donc, c'est pendant ce temps, nous mettons en œuvre nos activités pour ne pas perturber les différents programmes. Et aussi, nous nous appuyons sur la coopérative de l'école. Donc, ce sont les élèves de la coopérative scolaire. Et à côté de la coopérative scolaire, nous avons aussi ce qu'on appelle le pôle de compétences et aussi le club environnement. Donc, voilà les élèves avec lesquels nous travaillons plus souvent. Merci, c'était juste aussi une petite contribution Ouais. à ce niveau. Elle est grande comme contribution. Je pense que ces exemples-là permettent aussi aux uns aux autres de voir un peu dans quel cadre améliorer le travail qui se fait déjà, mais aussi pour les institutions qui veulent se lancer dans ces jardins-là. Ça leur donne quand même des pistes assez solides pour pouvoir faire ces contributions dans nos communautés. Mais je pense qu'on va mettre fin à cette session en demandant à tous les panélistes de nous dire un petit mot de fin. Donc, à commencer par Pierre, ensuite Yannick, non, plutôt ensuite Christelle, Déogracias et puis Yannick va clôturer. Eh bien, je dirais merci. Merci à CK pour l'initiative. Et nous le prenons à bras le corps pour pouvoir avancer. Et nous allons aussi travailler davantage pour des séances à venir, pour encore améliorer, pour que ça puisse nous servir de leçon et d'appui pour d'autres sessions à venir pour pouvoir avancer. Et s'il y a d'autres questions, d'autres découvertes sur le terrain, on ne manquera pas de venir vers vous pour que vous puissiez capitaliser pour des séances à venir. L'idée est vraiment louable et on vous dire merci et je dis merci à tous les participants et que nous triomphons dans ce monde plein de défis. Merci bien. Merci beaucoup à toi, Pierre. Merci pour avoir participé à cette session. L'adresse de Pierre est dans le chat, pierre.bafiogo@morija.org. C'est dans la conversation, vous pouvez la copier. Son numéro de téléphone, son numéro WhatsApp est aussi dans le chat, vous pourrez le copier. Déo, Christelle d'abord. Ok, merci bien. Je voudrais comme Pierre dire aussi merci au CK, merci pour cette rencontre d'échange parce que ça a permis qu'on puisse apprendre ce qui est fait aussi, pas seulement qu'au Cameroun, ailleurs.
Donc, j'ai beaucoup appris aussi. Et je voudrais que des actions comme celle-ci, ces partages d'expériences, que ça continue, afin qu'on puisse davantage apprendre aussi et partager. Donc, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont restés. Merci bien et bonne fin à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup, Christelle. On vous a on vous a aussi pris de cours ces dernières semaines avec cette rencontre, mais vous avez su participer, nous partager de bonnes choses. Merci beaucoup. Je précise que Christelle a son adresse mail aussi dans le chat, si vous voulez lui écrire directement par mail pour avoir d'autres Oui, je peux explications, mais aussi vous aurez partager. sa présentation. Oui, D'accord, je peux oui, aussi oui, tu peux. partager le contact WhatsApp. D'accord. Donc, tu peux le mettre dans le chat ou tu peux le dire aussi, hein. Il n'y a pas de souci. D'accord, je vais l'écrire dans le chat. Parfait. Merci beaucoup. Déo? Allez, merci à tout le monde, merci au SECAR pour ce créneau d'échange qui nous a permis d'apprendre des uns et des autres pour mieux faire, pour mieux apprendre nos frères et sœurs à s'approprier les pratiques agroécologiques. Et j'espère que ce ne sera pas le dernier webinaire et que bientôt qu'on va se revoir encore pour partager d'autres expériences. Et merci également à tous les participants qui nous ont suivis, qui nous ont posé des questions malgré le petit souci technique que nous avons eu. Et j'espère que nos expériences qu'on a partagées avec eux pourront les permettre de faire pareil, d'intervenir dans les écoles, de leur contrer. Et nous sommes disponibles, nous sommes là, ouverts à échanger, à les accompagner et dans la mise en œuvre. Et un coucou spécial à mes collègues du Cameroun et à Judith également qui est en ligne. Merci. Merci beaucoup, Déo. Merci pour brillamment cette belle présentation aussi. Merci pour ces partages-là. Déo aussi a mis son contact WhatsApp dans le chat. Donc, pour ceux qui voudront lui écrire, vous pourrez également lui écrire. Je pense que c'est important que nous puissions garder ce contact-là pour que ces jardins que nous avons puissent être développés davantage dans nos zones d'intervention. Yannick? Alors, merci beaucoup, Gislain. Merci à Déo, euh, à Pierre, mon ami, et à Christelle. Pierre, on t'invite encore à Malimère. Alors, Même pas. pour finir, Demain, je prends la route. d'accord, pour finir, Déo aussi, Christelle, on vous invite au Togo avec un bon plat de foufou. Alors, pour finir, je veux bien donner cette citation de Pierre Rabhi qui dit si chacun de nous fait le peu qu'il peut avec ambition, responsabilité, je vous assure que l'on fera énormément. Alors, à travers cette présentation, j'ai vu que on fait énormément et que Dieu nous aide à faire davantage pour transmettre ou bien véhiculer ou bien faire germer ces grains d'espoir à travers les jardins scolaires agroécologiques. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi aussi, Yannick. Merci à tous les participants et à tous les panélistes. Je crois que vous nous avez partagé beaucoup de bonnes choses et je crois que nous avons appris chacun à son niveau pour son travail. Ces genres de rencontres qui sont assez précises, techniques, je pense qu'on en a souvent besoin et on se fera le devoir d'en organiser de temps à autre pour que nous puissions en tirer le meilleur. Merci pour ces temps d'échange-là. Nous vous enverrons les présentations dès que nous les recevrons des panélistes. Nous vous enverrons tout ça. Et si vous avez des questions, si vous avez des choses
que vous voulez particulièrement, n'hésitez pas à nous demander et nous les ferons transiter vers vous. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne suite de journée à vous tous, partout où vous vous trouvez. Que l'Éternel nous garde, nous protège. Merci et à très bientôt.